Alors, hop. Différents groupes politiques. Oh, ça va bien ça. Au collège Paul Clément de Dugny, Maya, professeure d'histoire-géographie et d'éducation civique, organise une simulation de débat du Parlement européen avec ses élèves de 3e. Elle est aidée par l'Association des jeunes européens. À l'image des eurodéputés, les collégiens sont répartis dans différents groupes politiques et doivent rédiger des amendements à une directive portant sur l'huile de palme. Vous avez chacun et chacune été répartis dans des groupes politiques européens. Puis ensuite, je vous ai donné une directive. Donc, une directive, c'est une loi européenne concernant l'huile de palme. Et en fonction de vos couleurs politiques, vous étiez d'accord avec certains passages de cette directive et vous étiez en désaccord, Shaima, avec certains passages. Vous vous en souvenez? Oui. Merci. Ok, donc aujourd'hui, vous allez être mélangés avec les autres classes qui font partie de votre groupe politique. À 14h, je viendrai vous récupérer dans la cour. Et on ira au réfectoire. Et là, au réfectoire, on fera la véritable simulation du Parlement européen. Donc vous serez rangés selon vos groupes politiques. Et les présidents passeront à tour de rôle pour présenter leurs 2 amendements. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces amendements, vous avez le droit de huer. Si vous êtes d'accord, vous avez le droit d'applaudir. Vous avez le droit de montrer votre mécontentement ou votre approbation. Les élèves sont donc répartis dans des groupes politiques différents, 6 groupes politiques, allant de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les libéraux ou les sociodémocrates, et réfléchissent, à titre d'exemple, à une directive européenne concernant l'huile de palme. Et chaque groupe politique propose des amendements, donc des modifications concernant cette directive, et ces amendements doivent correspondre à leur couleur politique. L'après-midi, nous organisons donc véritablement la simulation du Parlement européen, c'est-à-dire que les élèves sont rangés dans l'hémicycle du collège pour ensuite venir présenter leurs amendements qui sont débattus et votés tous ensemble. Et à la fin, en fait, la directive est donc modifiée en fonction des amendements qui ont été votés. Les élèves ne sont absolument pas répartis selon leur sensibilité politique propre, bien au contraire. C'est moi qui ai fait les groupes politiques en fonction justement de leur affinité. Et j'essaye de les mettre dans un groupe qui soit à l'opposé pour qu'ils puissent travailler en fait l'argumentation. Également, le fait de réfléchir sur une directive, ils prennent conscience en fait à quel point c'est difficile de négocier une loi, de la faire passer au Parlement européen et donc de les faire appliquer. En fait, c'est aussi toute l'histoire de la construction d'une directive qui est ici retracée dans cet exercice. Et je pense en fait que de le faire de façon extrêmement pratique et pragmatique est bien plus enrichissante que de l'expliquer de façon magistrale. C'est beaucoup plus simple de transmettre le fonctionnement, le triangle institutionnel européen à travers une pratique concrète. Moi, j'aimerais que dans 10 ans, ils disent « Ah, je me rappelle, mais oui, le Parlement européen, on avait fait ça avec Madame Valero. Une directive, c'est une loi européenne, et le Parlement européen, c'est des députés à l'échelle européenne qui parlent d'un truc genre l'huile de palme. » Et j'aimerais bien que dans 10 ans, ils se rappellent de ça. Donc, quel est le deuxième amendement, là? Vous êtes sur quoi? Vous proposez le premier amendement. Donc, c'est sur vous avez 2 labels obligatoires, c'est ça? Vous proposez. Alors, qu'est-ce que vous répondez, vous, LCD, sur ce deuxième label? Nous, pour le label, nous aimerions que ça soit un label unique européen et obligatoire pour tous, que ça soit durable ou non. Du coup, on peut vous soutenir dans votre entreprise si vous voulez absolument un label obligatoire sur les produits avec ou sans huile de palme. Et du coup, en fait, vous vous en fichez de la vie des autres ou vous préférez juste avoir gagné plus d'argent et voilà. Non. Sachant que l'huile de palme est cancérigène et ça pollue beaucoup. Mais l'huile de palme offre un nombre important de travaux
qui permet à des gens de gagner de l'argent et de vivre correctement avec des moyens plus sûrs. Alors, que pensez-vous d'instaurer un label obligatoire européen? Vous êtes d'accord? Alors, d'accord ou pas d'accord? Non, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. J'ai été très surprise par certains débats entre des élèves qui, au début, c'est vrai, n'avaient pas beaucoup de connaissances par rapport au Parlement européen et à comment se déroulaient les débats, et qui ont fait preuve véritablement d'esprit critique et d'argumentation entre eux, alors qu'ils avaient des idées différentes au départ, pour essayer de se convaincre les uns des autres. Donc c'est vrai que c'était très gratifiant de voir qu'ils avaient réussi à comprendre et à avoir cet esprit critique-là et à débattre entre eux. Donc pour moi, c'est très important d'intervenir dans les collèges, les écoles et les lycées pour leur faire comprendre comment fonctionne le Parlement européen, parce que pour leur transmettre aussi la citoyenneté européenne et leur faire comprendre en quoi leur vote compte. Je pense que l'atelier mis en place par Madame Valero est efficace parce que les élèves arrivent vraiment bien à comprendre ce qui se passe au Parlement européen. Ils sont extrêmement impliqués, donc ça forge aussi leur avis par rapport à l'Union européenne et au Parlement européen. Donc je pense que c'est une très bonne initiative qui devrait être reproduite dans d'autres collèges ou chaque année peut-être ici à Duny. Ça serait bien de recommencer cette expérience. Vous êtes dans quel groupe? PPE, vous mettez entre les plots jaunes et les plots jaunes, si vous voulez. Donc vous êtes dans quel groupe? Renew. Vous allez vous mettre entre les plots rouges et les plots jaunes. D'accord? Merci. Tu es dans quel groupe? Les verts, vous vous mettez ici. Je comprends mieux le fonctionnement du Parlement européen car je l'expérimente moi-même avec d'autres classes et je me sens un peu plus à l'aise avec cette notion qu'à la première intervention où j'étais un peu perdue. On apprend à argumenter, on apprend à défendre ses positions contre des gens qui sont complètement opposés à nous. Ça permet de développer un argument, le sens de la communication. Je pense que du coup, j'aurai une idée plus claire des différents groupes qui sont représentés au Parlement, de différents groupes qui pourraient influencer quelque chose à l'échelle européenne. Et donc, ça peut m'aider en voyant les différents amendements qu'ils proposent, les différentes positions politiques qu'ils ont, à prendre une décision en fonction de mes convictions quand j'aurai l'âge de voter. Cet après-midi, nous allons passer sur les séances de vote. Donc, premièrement, on va lire ensemble la directive, puis vous passerez, chaque président de groupe politique va venir présenter 2 de ses amendements. Il faudra que vous les défendiez. Rappelez-vous bien que c'est l'eurodéputé qui vote, donc la personne à qui j'ai attribué le groupe politique et pas votre individu élève. Donc, Europe Écologie Les Verts, vous n'allez pas voter un truc pour l'huile de palme. Ça va? Là, vous êtes censé rire. Ok, donc je déclare la séance ouverte. Nous allons passer maintenant aux amendements. Nous allons commencer par le groupe le plus important au Parlement européen, qui est le PPE. Donc j'invite le président ou la présidente du PPE à venir me rejoindre pour proposer ces amendements. L'Union européenne devrait apporter une aide financière aux petits producteurs afin de réduire le prix de l'huile de palme aux consommateurs. Avant, je ne savais pas du tout comment fonctionnait le Parlement européen. J'en avais vraiment vaguement entendu parler et je ne connaissais pas toutes les procédures pour qu'une loi soit votée, etc. Je n'avais jamais imaginé que ça pouvait être aussi énorme, mais je pense que c'est vraiment bien parce que ça permet que tout le monde prenne en compte toutes les idées politiques et que tout soit voté de façon claire et précise. Pour moi, c'est très important d'être citoyenne européenne parce que toutes les idées politiques sont représentées, donc ça permet vraiment de nous reconnaître parmi la citoyenneté. Maintenant, on va passer à un dernier vote pour savoir si vous acceptez ou non la directive, donc la loi, telle qu'elle est, avec les changements faits. Donc, tous ceux qui sont pour la directive telle qu'elle est, lèvent la main. Que ceux qui sont contre lèvent la main.
Que ceux qui s'abstiennent lèvent la main. 13, 1, un seul. Très bien. La directive sur l'huile de palme telle qu'elle est donc adoptée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien pu l'entendre comme il faut. Et j'espère que la version vous a plu. Du coup, je me tourne vers toi, Maya. Est-ce que tu avais pu avoir des retours de tes élèves sur cette intervention et qu'est-ce que tu en avais pensé? Voilà. Bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette vidéo. Je suis très émue de la regarder. Je me suis laissé la surprise, donc je la découvre. Je trouve mes élèves incroyables, incroyables. Je suis vraiment très fière d'eux et super idée que d'avoir fait une captation parce que ça laisse non seulement un beau souvenir, mais en plus ça rappelle tout le travail fourni par Estelle. Donc non, vraiment, merci pour cette vidéo. Alors, moi, j'aimerais reprendre du mois de septembre pour expliquer en fait les retours de mes élèves. Estelle était venue à la deuxième séance, il me semble, et ensuite à la simulation. Et après la première, on avait fait des séances avec les sixièmes aussi qu'on avait pu emmener à l'Assemblée nationale. Et ensuite, j'avais gardé les quatrièmes et les troisièmes. Et quand on a commencé à expliquer le triangle institutionnel européen, donc à la troisième séance, on les a perdus. On les a perdus et même les troisièmes, c'était hyper compliqué à leur expliquer ça. Et donc, du coup, le fait qu'on ait pu mettre en place la simulation, c'est ce qu'explique Naïcha. Hein. Elle dit c'était compliqué à comprendre et en fait, quand on l'a fait, c'était beaucoup plus simple. Alors, c'est vrai qu'on a simplifié les choses, on a fait en sorte que des élèves de collège puissent comprendre cognitivement, hein, parce que c'est d'une complexité sans nom, ce triangle institutionnel européen. Mais donc, du coup, en essayant de simplifier, mais de garder la substantifique moelle de ce que peut être le Parlement européen, on a réussi à les toucher et à toucher leur sensibilité européenne. Pourtant, moi, j'ai des élèves issus de l'immigration première, deuxième génération, et donc j'ai des élèves qui ne parlent pas forcément français ni même une langue européenne à la maison, hein. C'est issu de l'immigration africaine. Et du coup, je trouve que c'était chouette de leur ouvrir une porte vers un espace qu'ils n'imaginaient pas. Et une porte culturelle, une porte économique, une porte politique. Et du coup, ça, c'était un beau moment qu'on a eu ensemble. Et du coup, je pense que les bons élèves garderont des connaissances juridiques. Je pense qu'ils vont garder la compréhension de ce qu'était le Parlement européen. Je pense que les élèves avec certaines difficultés vont garder en tête que c'est quelque chose qui existe et qui a une influence dans leur vie. Et bon, les élèves qui sont en très grosse difficulté, je pense qu'ils garderont un super souvenir d'une journée passée ensemble. Et rien que ça, je trouve ça déjà exceptionnel. Donc du coup, je pense que chaque élève à sa mesure gardera une trace de cette expérience. Et rien que pour ça, c'était vraiment un grand pas pour moi. Voilà. Bah, merci beaucoup pour ton retour d'expérience en tant que jeunes Européens. On est tous super heureux d'entendre ça, en tout cas. Et peut-être là, je vais me tourner vers Estelle en tant que membre active, participante et organisatrice de cette simulation. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et dans cet effort aussi de simplification finalement du fonctionnement des institutions? Comme l'explique bien Maya, c'est vrai que ça a été simplifié parce qu'il fallait évidemment qu'ils comprennent, mais je ne pense pas que ça soit une mauvaise chose, le fait que ça soit simplifié, parce que justement, ça leur a permis de mieux comprendre et au moins, ils ont vraiment une base pour la suite et ça a permis aussi, finalement, cette vulgarisation, ça a permis la mémorisation, je pense. Donc, comme dit Maya, ceux qui... ont bien suivi, comme elle dit, les bons élèves s'en rappelleront, je pense, et même les autres auront
un vague souvenir, mais auront un souvenir. Et c'est vrai que oui, ça m'a touchée aussi de pouvoir en fait partager moi ce qui me passionne et de pouvoir aussi toucher des élèves qui au départ étaient à milieu de tout ça, quoi. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais demander à Louise, en tant que vice-présidente des Jeunes Européens France, responsable du programme EPJ, est-ce que tu es fière de notre collaboration des Jeunes Européens étudiants de Paris avec le Collège de Duny et de tout ce qu'on a fait? Oui, 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 bien sûr, bien évidemment. C'est vrai que c'est toujours un réel plaisir de voir les sections locales des Jeunes Européens en France s'investir pleinement dans des projets tels que celui porté par le Collège de Duny et puis par les JIP. C'est une fierté et un plaisir, voilà, comme je le disais. Ça rend ouais, les sections locales dynamiques et qui répondent à un besoin, je pense, d'éveil à la citoyenneté européenne auprès de, voilà, des jeunes tels que les collégiens du collège de Duny. Et non, c'est vraiment un très chouette partenariat. J'espère qu'il va être réitéré dans les années à venir. Justement, en parlant d'éveil à la citoyenneté européenne, je vais me tourner vers toi, Maya. Comment finalement l'Union européenne est-elle enseignée à l'école, dans les programmes scolaires, et est-ce selon toi suffisant? Alors, je vais avoir deux réponses, celle de l'enseignante engagée et celle de la chercheuse, que j'ai fait. Enfin, je termine ma thèse sur la question européenne dans les programmes scolaires d'histoire, justement, depuis Maastricht à nos jours. Et donc, du coup, en tant que professeure engagée et pro-européenne, je suis toujours très frustrée que la construction européenne arrive en fin de programme de troisième, alors qu'on n'a pas le temps de faire ce programme qui est à rallonge. Pareil pour la géographie européenne. Donc, moi, je combine les deux. Ce qui fait que j'enseigne construction européenne en 5 heures, sachant que, par exemple, la Première Guerre mondiale, je peux prendre 3 semaines pour la faire. Donc, du coup, c'est vrai que moi, je suis très frustrée et d'entendre aussi certains collègues dire « ça tombera jamais au brevet, donc on s'en fiche ». Et je comprends cette réaction de professeur pressé. Et c'est vrai que l'Union européenne tombe très, très rarement au brevet. C'est tombé l'année dernière, alors pas la construction européenne, mais l'Europe comme espace géographique. Donc, bien fait d'un côté. La chercheuse vous dirait que en fait, mine de rien, l'Europe s'est instillée dans les programmes d'histoire depuis en fait une vingtaine, voire une trentaine d'années. Aujourd'hui, on parle plus, on raconte plus un récit national, mais plutôt un récit européen. On a dézoomé le regard aux grandes dames de certains historiens pour qui on n'apprend plus l'histoire de France à nos enfants, aux grandes dames d'autres historiens qui aimeraient qu'on dézoome davantage ce regard sur le monde, et puis au grand plaisir de certains historiens qui voient en fait que effectivement l'Europe est devenue l'Union. Enfin, l'Europe, c'est plusieurs ères, c'est l'ère culturelle, c'est l'ère politique. Enfin voilà, il y a plein d'Europe, l'Union européenne, l'espace Schengen, etc. Mais de voir effectivement qu'il y a quand même une culture commune, il y a des racines communes, voilà. Et donc du coup, il y a un grand mouvement d'historiens qui essayent de chercher ces racines communes. Est-ce que ce sont des racines chrétiennes? Est-ce que ce sont des racines démocratiques? Est-ce que ce sont des racines culturelles? Le Moyen-Âge, est-ce que c'est le réseau urbain qui fait l'européanité? Et moi, en tant que professeur, je me dis, il faut qu'on enseigne quand même à nos élèves que il n'y a pas que la France, qu'aujourd'hui, on peut voyager dans un espace juste avec sa carte d'identité, et ça, c'est quand même super chouette, qu'il y a des programmes qui font qu'on peut aller étudier à l'étranger, que en fait, on a une monnaie commune, qu'on a aussi une forme d'histoire commune. Et en fait, c'est toujours fort dommage de voir que dans les programmes, on relègue ce chapitre à la fin, même si en fait on enseigne cette Europe un peu en filigrane partout. On parle des Européens,
sans vraiment savoir ce que c'est que ces Européens. Mais voilà, moi, j'ai à la fois une satisfaction en tant qu'historienne de voir que on l'enseigne en fait, cette Europe, mais de manière un peu semi-clandestine. Et pourtant, le chapitre sur la construction européenne est relégué presque de son ordre. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce projet avec donc Estelle et les jeunes Européens, parce que je me suis dit, on va prendre le problème à l'envers. On va prendre la Constitution européenne par le biais de la citoyenneté, par le biais du Parlement européen, et on va mettre ça dès le début de l'année et on va construire la citoyenneté des élèves, on va construire leur réflexion dès le début de l'année, on va faire plusieurs séances et comme ça, moi, à la fin de l'année, j'aurai pas besoin de faire ce chapitre. Il aura déjà été fortement abordé. Et mes élèves étaient ravis parce que c'est tombé au brevet, quoi. Beaucoup de chance. Voilà. Merci beaucoup, Maya, pour ces explications. Du coup, je vais peut-être me tourner vers toi, Louise, pour te demander finalement en quoi consiste ce programme Europe par les jeunes. Comment est-ce que ça se décline très concrètement? Oui, alors pour faire simple, donc, notre programme l'Europe par les jeunes, c'est un programme, il faut savoir, qui est agréé et soutenu par le ministère du coup, de l'Éducation nationale et de la jeunesse au titre du coup de l'éducation complémentaire de l'enseignement public auquel on est toutes et tous du coup confrontés, enfin voilà, lors de notre passage au collège ou au lycée. Cet agrément, du coup, permet de garantir la neutralité et puis le sérieux aussi de nos interventions pédagogiques auprès des établissements scolaires ou non scolaires aussi, hein, puisque nos interventions pédagogiques, on essaye de les diversifier un maximum. On tend à aller vers un public de plus en plus divers. Je sais que les jeunes Européens à Lille ont été dans des centres pénitentiaires. Donc voilà, c'est aussi un autre public. Donc toujours aussi intéressant d'adapter nos méthodes et nos outils, nos formats pédagogiques face au public auquel on accorde nos interventions et notre temps pour les informer, les stimuler au sujet et aux enjeux liés à la citoyenneté européenne. Et donc ça passe par effectivement la prise de contact avec ces établissements. Bien souvent, les établissements nous contactent via notre site, du coup, l'Europe par les jeunes, sur lequel on peut retrouver la plupart de nos outils pédagogiques qui sont développés par notre équipe salariée au sein des Jeunes Européens en France, mais aussi par les sections locales qui peuvent contribuer à la mise à jour de nos outils. Donc les outils, c'est pareil, on dispose d'un large panel d'outils pédagogiques. Ça peut aller du Time's Up aux simulations parlementaires telles que celles réalisées avec le collège de Duny. Et donc, on rentre en contact avec les établissements, on échange avec eux sur les attentes, nous, ce que l'on propose. Et puis, petit à petit, on discute de la mise en place des interventions pour essayer de faire au mieux et d'adapter, comme je le disais, notre contenu au public. Parce que, une classe d'élèves du secondaire n'est pas la même, c'est pas le même public qui est averti aux mêmes enjeux qu'une classe d'étudiants en master affaires européennes, quoi. Donc il faut toujours faire attention à ces détails. Et puis ce que je peux dire sur le programme l'Europe par les jeunes en tant que tel. Et dernière petite chose peut-être, c'est pour bien spécifier que nos actions se déroulent avec des méthodes, comme je disais, ludiques. On essaye de rendre en fait le public, les jeunes actifs, acteurs en fait de l'intervention et pas faire un cours magistral qui soit redondant finalement et pas très stimulant pour les jeunes.
Merci beaucoup, Louise. C'est vrai que personnellement, j'ai pas trop eu l'habitude d'utiliser les méthodes des jeunes Européens à l'école, et notamment concernant l'Union européenne. Et du coup, ça me permet de rebondir sur un rapport qu'on avait évoqué, Maya, rapidement, que l'Union européenne, ou plutôt que la Commission européenne a rendu, qui s'appelle en 2021, qui s'intitule « Apprendre l'Union européenne à l'école ». Elle y évoque son action Jean Monnet. Est-ce que, Maya, tu pourrais nous en dire quelques mots sur ce rapport? Alors, ce qui est très intéressant avec l'éducation, c'est que c'est la compétence exclusive des États. L'éducation, c'est les États qui dirigent chacun de leurs programmes. Donc, du coup, c'est très compliqué de créer un espace européen de l'éducation. Or, depuis les années 70, 80 et d'autant plus depuis le traité de Maastricht en 92, l'Union européenne et la Commission arrivent à créer de façon un peu détournée cet espace européen de l'éducation en n'ayant pas une approche qu'on appellerait en politique top-down, c'est-à-dire on impose une loi ou une directive du haut vers le bas. Mais ni bottom-up, d'ailleurs, on ne fait pas partir de ça des États vers l'Union européenne. On essaye de créer quelque chose que j'appelle d'horizontal, où on va créer des synergies entre les États membres et notamment en proposant aux professeurs et aux établissements de s'emparer de l'éducation européenne et pour ça de créer des partenariats entre des établissements européens, de créer des contacts entre les professeurs, de permettre aux élèves de rencontrer, et aujourd'hui avec l'outil numérique c'est encore plus intéressant et plus rapide, de créer tout un réseau européen. Et pour ça, beaucoup de subventions sont mises en place dans les programmes européens. Et l'association Jean Monnet fait partie de ces associations qui organisent et qui aident clairement les établissements, les professeurs à mettre ce type de projet en place. Et je trouve que c'est très important pour des professeurs qui ont envie de mettre en place ces projets-là, mais on a besoin, entre nos cours, nos copies, les élèves, etc., on a besoin d'être accompagnés, on a besoin d'être guidés, on a besoin d'être soutenus financièrement, logistiquement, pour pouvoir créer les synergies qu'on veut mettre en place. Et donc, c'est ce que propose, je pense, l'association Jean Monnet, quoi. Donc, et ces rapports, en fait, ils tombent assez régulièrement, où en fait, on observe à chaque fois ce problème que tu soulevais, Aurore, dès le début de cette réunion, où en fait, l'intérêt des jeunes pour les élections européennes semble être vraiment de second ordre, alors qu'en fait, c'est véritablement complémentaire à leur citoyenneté nationale, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que je trouve ça très, très important. Mais après, voilà, et c'est là où la région trouve aussi son importance, quoi, parce que c'est aussi la région qui aide, pardon, je vais couper. Qu'on est deux, excusez-moi. C'est aussi la région qui nous aide à mettre ces choses-là en place. Et du coup, ça nous permet de rebondir sur les consultations qui ont été menées dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Union européenne auprès des jeunes. Et du coup, Louis, je me tourne vers toi. Selon ton expérience aussi, en tant que responsable du programme Europe par les jeunes, quelles sont les thématiques qui pourraient intéresser davantage les jeunes sur l'Union européenne? Oui, en effet, dans le cadre du coup de la consultation qui a été lancée et qui s'est donc terminée, on a pu, nous, les jeunes Européens en France, développer des outils pédagogiques autour du coup de cet événement, notamment un quiz européen dédié aux différentes thématiques qui avaient été abordées par cette consultation. Et de mon expérience, ce que je retiens,
c'est deux thématiques quand même qui ressortaient le plus souvent, à savoir celle du changement climatique et celle de la justice sociale aussi, en prenant surtout la dimension jeunesse. Voilà, la plupart des jeunes avec qui je pouvais échanger lors d'interventions pédagogiques, voilà, autour des thématiques abordées avec la COFEU, c'était voilà les questions, les enjeux autour de l'environnement, enfin de la question environnementale qui les préoccupait beaucoup. Voilà, ils se demandaient qu'est-ce que l'Europe peut faire pour lutter contre le changement climatique et comment aussi engager, stimuler les décideurs finalement européens sur les enjeux liés à la justice sociale, les questions de jeunesse, voilà, avec la précarité étudiante aussi qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps et qui malheureusement voilà se fait encore entendre. Donc voilà, c'est surtout ces thématiques, moi, qui ont retenu mon attention et qui ont retenu aussi l'attention du coup des jeunes avec qui j'ai pu échanger. Et est-ce que tu pourrais, dans ce cadre, nous donner des exemples concrets que les jeunes Européens en France ont pu mettre en œuvre pour sensibiliser les jeunes sur ces questions? Oui, alors on a pu notamment sensibiliser les jeunes et puis tout autre public autour des questions, alors surtout de l'inclusivité. Quand on évoque voilà, la justice sociale, l'inclusivité avec le projet Accessible.eu, donc un projet qui est mené en partenariat avec d'autres associations, alors notamment basées à Stockholm, des partenaires suédois, partenaires allemands également, avec lesquels on a pu développer des outils pédagogiques à destination du coup d'un public porteur de handicap pour permettre voilà, une meilleure inclusivité de ces personnes pour une sensibilisation aux enjeux du coup de la citoyenneté européenne. Et donc, c'est un projet qui est mené donc, par Chloé, une des salariées de l'équipe permanente, et qui va se terminer, si je ne me trompe pas, en avril prochain, donc avril 2023. Et je pense que voilà, d'ici là, d'autres belles actions avec ce projet vont être menées. Et ça permet voilà, de diversifier aussi nos outils, puisque beaucoup d'outils numériques, notamment, ont été développés dans le cadre de ce projet. Donc voilà ce que je peux dire autour de cette question. Eh bien, ce sont des projets super intéressants. Le programme Accessible.eu est toujours en train d'être réalisé ou il est fini à ce stade? Alors, comme je le disais, normalement, il doit se terminer en avril, donc avril 2023. Donc, d'ici là, il y a encore des phases de training, comme on dit, dans le jargon, voilà, où les partenaires se rencontrent et font voilà, des points d'étape et avancent sur l'élaboration des outils pédagogiques qui seront diffusés par la suite. D'accord, ok. Bah, peut-être pour conclure ce temps d'échange de questions, est-ce que vous pourriez peut-être chacune nous donner un exemple de la façon dont l'Union européenne impacte concrètement nos vies? On peut peut-être commencer avec toi, Maya. Alors, bon, moi, je vais vous dire comment l'Union européenne a impacté ma vie, du coup, a eu des effets sur ma vie. Alors, moi, j'ai pas bénéficié d'Erasmus parce que à 23 ans, je crois que j'ai eu peur de partir. Je suis niçoise et j'étais partie à Paris. Je vivais une super vie et donc, du coup, j'avais pas particulièrement envie de partir ou peut-être que je l'ai pas senti. Et du coup, j'étais frustrée et j'ai fait une école qui s'appelle le Centre international de formation européenne, qui est une école qui, grâce à des financements européens, vous permet de voyager dans 9 villes différentes européennes en 9 mois. Et on était 23 et on était 15 nationalités différentes, alors pas forcément des nationalités européennes. Et on a voyagé partout en Europe.
Et alors, ça a été une espèce de révélation pour moi. Je me suis sentie extrêmement proche de l'Europe dans laquelle je pouvais voyager sans en avoir vraiment l'impression, parce qu'en fait, j'avais pas besoin de changer d'argent, enfin, j'avais pas besoin de changer de monnaie, j'avais pas besoin d'un passeport. Je voyais mes camarades, par exemple, camerounais, qui, eux, avaient eu 1 mois de retard pour leur rentrée parce que les visas étaient arrivés trop tard, devaient changer l'argent que leurs parents leur envoyaient. Pour qui c'était une galère de voyager, et pour moi c'était d'une simplicité enfantine, voire biblique, et du coup je me suis rendu compte en fait, plus que de la chance, mais voilà, de cet espace européen qui n'est pas accessible à tout le monde, mais qui pour moi l'était. Et je me sentais privilégiée. Je me sentais une nantie, vraiment. C'était ça. Et après ça, je suis partie travailler en Pologne pendant 1 an. Et je suis partie comme ça. Je suis partie comme ça, en fait. J'ai pris un avion, je suis partie à Cracovie et je suis restée 1 an à Cracovie. Et en fait, il y a eu aucun changement, si ce n'est les températures, quoi. Il y avait vraiment, voilà. Et ça, c'est ce que j'essaye vraiment d'expliquer à mes élèves, c'est qu'en fait, on est dans un espace tellement riche, tellement connecté, en fait, que les frontières ont été abolies quasiment. Et quand on voit ce retour des frontières, hein, pour faire un peu Michel Fouché là, ce retour des frontières à l'extérieur de l'espace Schengen, mais aussi parfois à l'intérieur, on l'a vu avec la crise migratoire, on l'a vu avec le Covid, on voit à quel point c'est l'horreur. Moi qui suis niçoise, j'allais acheter mes légumes en Italie, j'allais acheter plein de trucs en Italie, et quand il y a eu le Covid, quand il y a eu la crise migratoire, qu'on a remis ces frontières, et qu'en fait je suis restée 2 heures à la frontière italienne, je trouvais ça archaïque. Et en fait, voilà, pour moi, l'Union européenne, en fait, c'est un espèce de progrès vers la dissolution des frontières que j'appelle de mes vœux. Voilà. Merci beaucoup pour cet exemple très édifiant pour le coup. Louise, est-ce que tu veux nous partager ton expérience? Oui, alors moi de mon côté, c'est vrai que je pense directement aux travaux d'urbanisme, notamment liés à la mobilité douce, voilà, qui sont réalisés par les communes, les collectivités territoriales, qui, sans l'aide en fait financière des fonds européens, ne peuvent en fait être réalisés. Et c'est vrai qu'on n'en prend pas forcément conscience, mais si on veut s'engager vers une Europe du coup plus verte, voilà, on a besoin de ces financements, de cette aide, et l'Union européenne fait quand même beaucoup. On se rend compte, enfin, si on creuse un petit peu plus sur le sujet, elle fait beaucoup. Elle peut faire plus, mais voilà, elle fait déjà pas mal. Et voilà, c'est ce qui, enfin, ça me fait penser, voilà, à cette thématique et à ces enjeux dont on parle beaucoup actuellement. Merci beaucoup pour toutes vos réponses et pour ces 2 exemples qui finissent très très bien ce temps d'échange en tout cas, et qui nous montrent qu'il faut s'accrocher et que l'Union européenne, ça a beaucoup de positifs. Je me tourne peut-être vers les personnes présentes. Si vous avez des questions à poser à Louise, Maya, ou des remarques, une expérience à partager, n'hésitez pas. Dans tous les cas, c'était vraiment, en tout cas, je parle tout le nom de l'équipe des Jeunes Européens étudiants de Paris, un réel plaisir de pouvoir revenir sur cette vidéo et cet incroyable travail qui a été réalisé ensemble. Je remercie vraiment voilà, le mouvement européen, la région Île-de-France, les Jeunes Européens, Maya, le collège de Duny, tout le monde. Merci aussi Estelle pour ton implication lors de tout ce travail. Et puis, c'était vraiment chouette ce temps d'échange, super instructif. Et est-ce qu'on pourra avoir cette vidéo de 10 minutes? Parce que moi, j'ai vu que celle de 2 minutes. J'ai trouvé celle de 10 minutes
tellement plus parlante et j'aimerais vraiment la montrer à mes élèves. Bien sûr. Ouais, je pense qu'ils vont vraiment être très fiers d'eux. Et ça, c'est important de les valoriser par rapport à ce travail. Parce qu'en fait, nous, on a fait un gros travail de préparation et je sais que ça prend des heures. Et quand j'ai vu que vous nous aviez envoyé cette directive avec quel groupe pense quoi, avec des thématiques, j'ai dit, oh là là, mais bravo, parce que je sais ce que c'est que de préparer un cours et j'ai vu le travail qui avait été fait en amont. Et celle, je sais qu'elle a passé un temps fou à aller expliquer à chacun des élèves comment ça se passait, etc. Mais eux aussi, je trouve, ont fait un travail extraordinaire. Ils se sont accrochés parce que moi, j'ai des élèves qui viennent, pour qui c'est pas facile ce genre d'exercice. J'en ai qui sont en échec scolaire et je les ai trouvés tellement heureux de faire ça et tellement ils se sont sentis valorisés. Et j'ai eu l'impression que tout le monde comprenait de quoi il s'agissait à plus ou moins grande échelle, mais voilà. Et du coup, j'ai vraiment envie aussi de faire un temps d'échange avec eux là-dessus parce que je pense que ça va être très, très, très intéressant aussi d'avoir leur retour. Totalement. Mais oui, je t'enverrai la vidéo avec grand plaisir. Ah, Estelle, vas-y, je t'en prie. C'était juste pour intervenir et pour remercier déjà pour l'initiative et le projet de départ. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié vraiment travailler sur ça avec les jeunes Européens, avec Maya, les élèves. Donc, pour vous remercier à tous pour ça et vous remercier aussi pour cette table ronde très enrichissante où j'ai appris aussi pas mal de choses et c'est toujours agréable de pouvoir partager ces expériences. Voilà. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander une petite photo, une petite capture d'écran qu'on pourra publier dans notre newsletter? Ça vous va? Bien sûr, merci. Allez, il y a même Pierre-Louis qui met sa caméra. Allez, 1, 2, 3. Merci beaucoup. Bravo. Merci Aurore, en tout cas, d'avoir organisé ça. Je sais que c'était pas facile avant novembre, qu'on était tous un peu